Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va parler de la place des hommes trans dans les milieux féministes, dans les non-mixités féministes, particulièrement dans un cadre français. Je vais d'abord commencer par un petit point de vocabulaire. Les personnes cis sont des personnes dont l'identité de genre correspond au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Les personnes trans sont des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Et finalement, le passing, c'est le fait de passer pour quelque chose dans la vie sociale. Ici, on va parler de passing d'homme ou de passer pour un homme. C'est le fait de se faire percevoir comme un homme par les gens autour de nous. En France, ces dernières années, dans certains milieux féministes radicaux, on a pu voir des idées émerger d'exclure les hommes trans des non-mixités féministes, donc des non-mixités sans hommes. Généralement, les arguments qui sont avancés sont revendiqués du mouvement féministe matérialiste. D'abord, accepter les hommes trans dans les non-mixités sans hommes ne serait pas considérer les hommes trans comme des vrais hommes. Ensuite, en transitionnant, les hommes trans, ils acquériraient le privilège masculin et ils passeraient dans la classe des hommes en tant qu'oppresseurs des femmes. Ce n'est pas du tout le cas dans tous les milieux, mais ça pose quand même des grosses questions. Est-ce que les hommes trans, ils acquièrent le privilège masculin en transitionnant? Et est-ce que les hommes trans deviendraient des équivalents des hommes cis d'un point de vue féministe? C'est les questions qu'on va se poser dans cette capsule. On va essayer d'y répondre ensemble. Le premier objectif de cette capsule, c'est donc de sensibiliser tout le monde à ce que vivent les hommes trans. Ensuite, on va essayer de discuter le privilège masculin à la lumière de ce que vivent les hommes trans. Donc, c'est pour ça qu'on va mobiliser des enquêtes sociologiques. Au final, le but, c'est un peu de donner des pistes de réflexion pour les personnes qui veulent réfléchir aux non-mixité féministes en étant inclusifs. On va commencer par revenir rapidement sur les mouvements féministes majeurs en France depuis les années 2000 et notamment sur la différence entre le féminisme matérialiste et le féminisme queer. On va essayer de comprendre ce que c'est la classe des femmes et la classe des hommes. Ensuite, on va regarder dans quelle mesure on peut dire que les hommes trans acquièrent le privilège masculin en transitionnant, en s'appuyant sur des enquêtes et des réflexions de sociologues. En conclusion, on va essayer de répondre à la question de la place des hommes trans dans les non-mixités féministes en fonction de tout ce qu'on aura vu avant. Ça va nous donner aussi l'occasion d'ouvrir la discussion sur la pertinence des non-mixités sans hommes cis. Donc tout d'abord, le féminisme matérialiste, c'est quoi? En fait, ça émerge dans les années 70 en France, notamment autour des figures de Christine Delphi, Colette Guillemin ou Monique Wittig. Elle critique la conception marxiste qui ne prenait pas en compte l'oppression de genre. Alors elle met en lumière le patriarcat comme système d'exploitation des hommes sur les femmes. Christine Delphi, par exemple, dans son article de 2003 Par où attaquer le partage inégal du travail ménager, elle comprend les tâches domestiques faites par les femmes comme un réel travail qui n'est pas rémunéré. Et donc, elle explique que les femmes sont exploitées non pas seulement par les bourgeois dans le cadre du capitalisme, mais aussi bien par les hommes dans le cadre du patriarcat. Donc, une partie des féministes matérialistes, après ça, surtout Christine Delphi, conceptualise les catégories de sexe comme des classes, où la classe des hommes exploite et s'approprie la force de travail de la classe des femmes. Sophie Noyer, dans Matérialisme et queer dans la troisième vague du féminisme français, qui est un chapitre de livre qui résume un peu le conflit entre matérialisme et féminisme queer, elle résume ça et elle explique que pour les féministes matérialistes, je cite, le sujet politique du féminisme, c'est la classe des femmes, car les femmes partagent une même domination et ainsi une même lutte. Au début des années 2000, le féminisme queer, il prend de plus en plus de place dans les milieux militants français, notamment en s'inspirant d'idées diffusées à partir des États-Unis autour de la figure de Judith Butler. Le féminisme queer, il comprend les catégories de sexe comme étant construites à travers un processus de normalisation. C'est-à-dire que les catégories de sexe sont construites par des normes qui sont reproduites et renforcées à travers les rapports de pouvoir. Alors, selon Sophie Noyer, le sujet politique du féminisme, ce n'est pas la catégorie des femmes, mais bien le processus de normalisation, c'est-à-dire la manière dont sont construites et reproduites les catégories, à travers le discours par exemple. Et donc, en mettant l'accent sur le processus de catégorisation et donc de normalisation et d'exclusion, on intègre dans le sujet du féminisme aussi les expériences trans et non hétérosexuelles qui sont exclues de la norme. Entre les années 2000 et 2010, les différends entre les mouvements féministes matérialistes et féministes queer étaient
bien présent en France, il n'y avait pas trop de discussions et il y avait un bon clivage. Depuis les années 2010, on voyait un peu une fusion des deux idées et des deux modes d'action politique qui étaient proposés. Les milieux féministes étaient un peu mixtes entre matérialistes et queer. Mais depuis quelques années, on a pu voir une résurgence des concepts matérialistes forts comme la classe des sexes, qui sont notamment avancés pour exclure les hommes trans des milieux féministes, sous l'argument que les hommes trans en transitionnant intègrent la classe des hommes et acquériraient le privilège masculin. On va s'intéresser donc maintenant à c'est quoi le privilège masculin et est-ce que les hommes trans l'ont. En France, il y a très peu d'enquêtes empiriques qui s'intéressent aux conditions de vie des hommes trans, notamment pour les comparer avec celles des hommes cis. Les études trans en sociologie sont en pleine émergence et généralement on se concentre sur comparer les expériences des hommes trans aux expériences des femmes trans. Emmanuel Bobassi, qui est un sociologue trans français, il publie un livre en 2021 après avoir fait une enquête générale sur les conditions de transition et de vie des personnes trans. Il appelle son livre Transfuge de sexe, en référence au concept de transfuge de classe, qui parle des personnes ayant connu une ascension ou un déclassement social. Il n'explique pas longuement cette métaphore, mais en faisant cette métaphore, il conçoit les transitions de genre comme le passage d'une classe à l'autre. Selon lui, les femmes trans font l'expérience d'un déclassement, notamment puisqu'elles perdent de nombreux privilèges dont elles jouissaient en quittant un groupe social des hommes qui était dominant. Les hommes trans, par symétrie, feraient donc l'expérience d'une ascension sociale, puisqu'ils font l'expérience de privilèges qu'ils n'avaient pas avant, ils passeraient d'une classe dominée à une classe dominante. Cependant, dans son livre, il ne nous donne qu'un simple aperçu de ces privilèges, et il les résume un peu par le fait d'être perçu comme un homme par d'autres hommes, quand on a un passing d'hétéro. Alexandre Baril, un chercheur trans québécois, il s'est penché sur la question des privilèges masculins dans un article qu'il a publié en 2009, intitulé Transsexualité et privilèges masculins, fiction ou réalité. Il explique d'abord que les privilèges et l'oppression ou la discrimination sont deux côtés d'une même pièce. Là où il y a un groupe dominé qui se fait discriminer, il y a un groupe dominant qui a le privilège de ne pas se faire discriminer. Il cite Alison Bailey pour définir le privilège en 4 points. Premier point, les bénéfices accordés par le privilège n'est jamais mérité et conférés systématiquement aux membres des groupes sociaux dominants. Deuxième point, le privilège accordé aux membres des groupes dominants simplement car ils appartiennent au groupe dominant n'est presque jamais justifiable. Troisième point, la plupart du privilège est invisible ou non reconnu comme tel par celles qui l'ont. Et enfin, quatrième point, le privilège a une caractéristique de wildcard inconditionnelle, qui étend les bénéfices pour couvrir une très large diversité de circonstances et de situations. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est dans le premier point, les bénéfices sont conférés systématiquement aux membres des groupes dominants. En s'appuyant principalement sur une enquête de Kristen Shields sur les hommes trans au travail, qu'elle a publiée dans Just One of the Guys, Alexandre Baril montre que le privilège masculin des hommes trans au travail dépend quand même d'un facteur important, le fait qu'ils soient stealth, c'est-à-dire le fait que personne ne sache qu'ils soient trans. Ainsi, les hommes trans qui bénéficient du privilège masculin au travail sont ceux qui sont perçus comme des hommes de préférence hétéro, mais aussi ceux dont personne ne sait qu'ils sont trans. En plus de ça, Kristen Shields, elle ajoute que ce sont ceux qui sont de grande taille et blancs qui profitent le plus de ces privilèges. En allant fouiller un peu dans la page Reddit Do Trans Men Have Male Privilege, c'est aussi ça qui ressort. Dans l'espace public, le privilège masculin des hommes trans est conditionné au fait qu'ils soient stealth, c'est-à-dire que personne ne sache qu'ils soient trans. C'est un premier aspect qui contredit la définition systématique du privilège. En plus de cela, les hommes trans ne bénéficient pas de privilèges masculins dans bien des espaces de la vie quotidienne. La vie sexuelle, la santé, avec leur famille d'origine par exemple. Au final, certes, les hommes trans peuvent être plus privilégiés que les femmes dans certains espaces. Moins subir de harcèlement de rue, se faire respecter et écouter dans les interactions quotidiennes, avoir accès à plus d'opportunités professionnelles et donc des situations financières plus aisées, avoir plus d'espace et de liberté dans l'espace public par exemple. Cependant, ces bénéfices sont très souvent conditionnés au fait qu'ils paraissent comme étant des hommes cis, de préférence hétéros, et que personne ne sache qu'ils soient trans. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes trans. En plus de cela, il y a plein d'autres espaces où les hommes trans ne bénéficient absolument pas du privilège masculin et peuvent parfois être encore plus discriminés que les femmes cis. C'est le cas dans tous les domaines de la santé, de la reproduction et de la parentalité légale, ou avec leurs proches par exemple. C'est alors qu'on comprend qu'en fait,
Les hommes trans ne bénéficient pas du privilège masculin de manière systématique. Ils en bénéficient sur certaines conditions et dans certains espaces seulement. Les autoristes de la ZIN française TPG cependant, qui se penchent sur la question des hommes trans appartenant à la classe des hommes ou non, le résument ainsi. Nous pensons que nombre de personnes confondent privilège et confort sécurité ponctuel. Le principe du privilège est qu'un groupe social en bénéficie de manière continue et structurelle, et non selon les circonstances. Un privilège ne se retourne pas contre celui ou celle qui le possède. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire des hommes trans dans les non-mixités féministes? On va d'abord revenir sur la non-mixité. La non-mixité féministe a d'abord été un outil des mouvements féministes matérialistes avec pour objectif de partager les expériences et de politiser ce qui se passait dans la sphère privée, c'est-à-dire à la maison pour les femmes. Cette pratique, elle a cependant complètement dépassé le cadre matérialiste et c'est maintenant la norme des regroupements féministes. On peut y voir trois objectifs principaux. Prendre la parole plus aisément, puisque la parole est généralement monopolisée par les hommes. Prendre conscience de l'oppression de genre en partageant des expériences communes. Et enfin, la non-mixité permet de mettre en lumière les inégalités genrées. En imaginant que l'objectif principal d'un groupe féministe, c'est l'abolition du patriarcat dans une perspective matérialiste, c'est-à-dire la fin du système d'exploitation des hommes sur les femmes, il est logique que les personnes à exclure des milieux en non-mixité soient les oppresseurs, c'est-à-dire le groupe des hommes. Cependant, on a vu qu'il est un peu difficile de dire que les hommes trans appartiennent au groupe des hommes comme oppresseurs des femmes. On peut complètement envisager que les hommes trans ayant un passing trouble la libération de la parole et le partage d'expériences, puisque les femmes peuvent penser qu'il s'agit d'hommes cis. Cependant, très concrètement, ces situations peuvent être réglées assez facilement en discutant et en envisageant que les femmes ne sont pas les seules à subir le patriarcat et le sexisme, et que les personnes trans le subissent aussi, bien que ce soit parfois sous des formes différentes. Dans une perspective plus queer, on peut s'imaginer que l'objectif principal d'un groupe féministe, c'est l'abolition du genre, c'est-à-dire la fin du système de catégorisation et hiérarchie des sexes. La non-mixité viserait alors à accueillir toutes les personnes subversives et résistantes aux normes de genre et aux normes sexuelles. De ce point de vue, il est difficile d'envisager une non-mixité sans hommes, puisque plusieurs hommes ne reproduisent pas les assignations de genre et de sexualité normatives. Les hommes trans, les hommes homosexuels ou bi, mais aussi, selon certains points de vue, tous les hommes asexuels, les hommes aromantiques, les hommes handicapés ou les hommes racisés. En guise de conclusion, je dirais que si l'objectif des organisations féministes en non-mixité, c'est de lutter contre le patriarcal sexisme entre personnes qui le subissent, selon moi, les hommes trans en font complètement partie. Certaines personnes pourraient même argumenter que certains hommes cis en font partie. Ensuite, je dirais qu'il faut suivre les conseils des autoristes de la ZIN TPG cependant, qui nous invitent à recentrer nos forces et nos débats contre les personnes qui sont réellement responsables des agressions et des violences sexistes et misogynes dans nos vies. Voilà. Merci d'avoir écouté cette capsule. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur la question des hommes trans dans les milieux féministes. Au revoir.